Alors, vous l'avez sans doute vu passer, c'est la folie sur Internet en ce moment. Une semaine, on voit un robot se balader dans une usine, la démarche encore un peu gauche, mais déjà troublante. Et puis la semaine d'après, hop, un autre qui plie le linge avec une délicatesse quasi humaine. À chaque fois, c'est le même rituel. On est fasciné, on partage, et on se dit que c'est quand même aussi impressionnant qu'un peu flippant. Et forcément, ça nous amène à la question, celle que tout le monde se pose en regardant ces vidéos. Est-ce qu'on accepterait d'avoir ce genre d'assistant à la maison ? La réponse, si on regarde un peu dans les commentaires, elle est quasi unanime. C'est un non massif, un rejet presque instinctif, épidermique. Et franchement, ça se comprend. On parle quand même de faire entrer un corps artificiel, à taille humaine, dans notre salon, dans notre intimité. Ok, mais alors, creusons un peu cette réaction. Ce qui est super intéressant, ce n'est pas tant le refus en lui-même, mais les raisons qu'on avance pour le justifier. Parce que quand on regarde ces peurs de plus près, on tombe sur une sacrée contradiction. Ouais, les arguments y fusent et c'est presque toujours les mêmes. On parle de la perte de vie privée, de la peur d'être filmé 24 heures sur 24, du risque de piratage ou encore de la crainte que la machine vienne remplacer des moments de connexion bien humains. Ce sont des vrais sujets, évidemment, mais on a l'impression que cette peur, elle est un peu à géométrie variable. Parce que, soyons honnêtes, pendant qu'on panique à l'idée de ce robot, on a déjà volontairement invité chez nous toute une armée d'espions bien plus discrets qui font exactement la même chose. C'est ça le grand paradoxe de notre époque. On a déjà accepté la surveillance, mais sous une autre forme. Et là, la contradiction, elle saute aux yeux. On a peur que le robot nous écoute, on a déjà des enceintes connectées au milieu du salon. Peur qu'il nous filme, nos sonnettes connectées le font en permanence. On refuse qu'il scanne notre intérieur. Nos aspirateurs robots le font déjà pour se repérer. En fait, la surveillance, on vit déjà avec. Ce qui nous amène au point central. Le vrai problème, au fond, c'est pas tant la fonction, la collecte de données, mais la forme. C'est le fait que cette technologie soit incarnée dans un corps qui nous ressemble, un corps qu'on peut croiser dans le couloir. Et cette répulsion, ce malaise qu'on ressent, ça n'a rien de vraiment rationnel. C'est un truc bien plus profond, un réflexe instinctif qui porte un nom en science, la vallée de l'étrange. Et l'idée, elle est assez simple en fait. Plus un robot nous ressemble, plus on va le trouver sympa, mais jusqu'à un certain point. Quand il devient presque parfait, notre cerveau se focalise sur les micro-détails qui clochent. Un regard un peu vide, un mouvement trop saccadé. Et là, il ne voit plus une machine mignonne, il voit une sorte de cadavre animé. Et c'est le rejet total. Du coup, la question est logique. Si cette vallée de l'étrange est un obstacle psychologique aussi puissant, pourquoi les ingénieurs du monde entier s'acharnent à construire des robots qui nous ressemblent ? Eh bien, la réponse, elle est incroyablement pragmatique. La forme humanoïde, ce n'est pas un délire de science-fiction, non. C'est une contrainte technique dictée par le monde qu'on a déjà construit. Réfléchissez-y 2 secondes. Absolument tout ce qui nous entoure a été conçu pour un corps humain. Les poignées de porte sont faites pour nos mains, les escaliers pour nos jambes, les plans de travail pour notre taille. Pour qu'un robot soit vraiment utile dans notre monde, il doit pouvoir utiliser ce monde. Et c'est infiniment plus simple de lui donner des mains et des jambes que de réinventer toutes les villes avec des rampes et des portes automatiques. Et c'est là vraiment qu'il faut changer de perspective. Parce que tout ce débat sur le robot dans nos salons, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pendant qu'on se demande s'il va bien plier nos chaussettes, la véritable révolution, elle, se passe loin des regards, dans nos usines. Et elle est bien plus radicale. Le débat sur le robot majordome nous fait passer à côté de l'essentiel. Des géants comme Amazon ont déjà déployé plus d'1 million de robots dans leurs entrepôts. Alors, ce ne sont pas encore des humanoïdes pour la plupart, mais ça vous donne une idée de l'échelle. L'automatisation, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Et attention, ce n'est pas une petite progression, c'est une courbe exponentielle. En à peine 7 ans, la densité de robots dans les usines a plus que doublé dans le monde. Et maintenant, des constructeurs comme BMW ou Tesla testent activement des humanoïdes sur leur chaîne de montage. La vague arrive et elle est immense. Forcément, du point de vue d'une entreprise, le calcul est vite fait. Un robot, ça ne se fatigue pas, ça ne prend pas de vacances, ça ne tombe jamais malade. Et surtout, ça ne se plaint jamais des conditions de travail. Son efficacité ne fait qu'augmenter à chaque mise à jour logicielle. Pour les tâches répétitives, c'est le remplacement logique. Face à cette réalité économique, on est obligé de zoomer en arrière, de se poser la question fondamentale. Au-delà des chiffres, au-delà des usines, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? S'ils font le travail, que nous reste-t-il ? C'est peut-être le dilemme de notre siècle. Depuis des générations, on a souvent défini notre valeur par notre utilité économique, notre travail. Je produis, donc je suis. Mais si demain, la machine produit mieux que nous, plus vite et pour moins cher, qu'est-ce qui définit encore notre place dans le monde ?
Vous savez, pendant longtemps, on s'est rassuré en se disant que l'IA menaçait les cols blancs et que les robots menaçaient les cols bleus. Le robot humanoïde vient de faire voler cette idée en éclats. C'est le moment où l'intelligence artificielle trouve encore pour agir dans le monde physique. Et là, plus aucun secteur n'est vraiment à l'abri. Mais, et si ce vide était en fait une chance? L'occasion, peut-être, de cesser de vouloir être des machines productives pour redevenir pleinement humains. Laisser aux machines ce qu'elles font le mieux, la productivité, le calcul, la répétition, pour enfin nous concentrer sur ce qu'elles ne sauront peut-être jamais faire, l'empathie, la créativité, les relations, la recherche de sens. Finalement, ce robot, il ne fait que nous tendre un miroir. Il nous force à nous demander ce qui, dans nos vies, n'est pas juste une tâche à optimiser. La question, ce n'est plus de savoir si on veut d'un robot dans notre salon, c'est de décider quel genre d'humain nous voulons être à leur côté. Et cette question-là, on ne peut plus se permettre de l'éviter.